Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial consacré à la polémique actuelle autour des tenues vestimentaires des députés à l'Assemblée nationale. Cela ne vous aura pas échappé. Depuis quelques semaines et singulièrement depuis quelques jours, il se passe beaucoup de choses autour de ce sujet. Et si on m'avait dit, il y a encore quelques mois, que notre sujet, l'élégance masculine, la cravate, les costumes, allait devenir presque une affaire d'État, j'en aurais été très surpris. Et pourtant, depuis quelques jours, cela monte crescendo, cela monte en escalade, et avec des députés qui s'entretuent autour du symbole des tenues vestimentaires des députés à l'Assemblée. Alors, on m'a demandé de réagir sur ce sujet. J'ai eu quelques conversations et quelques échanges de textos avec des journalistes de télévision, avec des journalistes de presse écrite, avec vous également. J'ai reçu pas mal de messages sur Facebook, sur Instagram, sur notre chaîne YouTube, nous demandant de réagir sur ce sujet. Et jusqu'à présent, j'ai préféré m'abstenir parce que, franchement, je trouvais ce débat, comment dire, un peu juvénile presque un débat de niveau de cours d'école. Mais pour autant, aujourd'hui, comme ce sujet ne semble pas totalement clos, je vais y réagir en direct devant vous. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un certain nombre de documents. Vous voyez, j'ai préparé un tout petit peu parce que nous entrons sur un terrain un peu glissant. Et comme je ne me sens pertinent que sur le sujet sartorial, j'ai voulu m'appuyer sur différents documents et sur différents articles de presse. Petit retour en arrière. Donc, il y a un mois, pour la première fois, le groupe de députés Rassemblement National donc, entre dans l'hémicycle et il leur a été demandé, je crois par circulaire, ils ont reçu comme instruction de porter pour les hommes un costume et une cravate et pour les dames une tenue correcte. Et évidemment, en réaction presque épidermique, comme on a l'habitude dans le monde politique français actuel, la France insoumise a fait le chemin inverse en demandant à ses députés d'aller à l'Assemblée nationale, spécifiquement dans des tenues, on va dire, décontractées, pour ne pas dire débraillées. Alors, ce qui est très étonnant dans tout ça, c'est que tout ceci est très symptomatique du climat politique actuel dans notre pays. Je ne suis pas un chroniqueur politique, donc je ne peux pas m'aventurer sur ce que cela veut dire politiquement. Mais enfin, si, imaginons que le Rassemblement national ait demandé au contraire à ses députés d'entrer de manière plus décontractée à l'Assemblée nationale pour marquer une rupture, eh bien je vous le donne en mille, je suis sûr que la France insoumise se serait érigée et se serait offusquée du fait qu'il fallait absolument sacraliser l'endroit et le moment. Donc nous sommes, et c'est ma première réaction, dans un débat de cours d'école. Pour moi, c'est presque juvénile. Mais pour autant, comme cela agite énormément le monde politico-médiatique, eh bien, je vais me permettre de réagir sur le sujet et de commenter deux, trois petites choses. Alors, l'acte 2, c'est Éric Ciotti, le député LR, qui va un cran plus loin en disant « Écoutez, il y a un relâchement déplorable des tenues vestimentaires à l'Assemblée nationale et je demande donc que le port de la cravate soit rendu obligatoire pour les hommes. » Évidemment, levée de bouclier de l'autre côté. Vous voyez, comme quoi les députés ont beaucoup de temps à consacrer à ce genre de choses, par un certain Louis Boyard, alors qu'il s'est fait remarquer à différentes reprises dans l'Assemblée nationale. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à un document qui est un courrier interne que ce monsieur Boyard a adressé à madame Yaël Braun-Pivet, donc qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Et je vais vous en lire quelques extraits pour vous montrer à quel point cette chose a pris de l'ampleur. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier tous au passage, messieurs les députés, parce que on est pour une fois en haut de l'affiche. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des cravates, on parle beaucoup des costumes. Alors, pas toujours de manière très sympathique, mais pour autant, pour nous, c'est une occasion de faire entendre notre voix. Alors voilà ce que M. Louis Boyard écrit dans un courrier interne à l'Assemblée nationale. Donc j'ai eu accès à ce courrier par un de mes amis journalistes et il dit la chose suivante. « Madame la Présidente, je me permets d'attirer votre attention sur un sujet important, vous noterez le sujet important, concernant l'image que renvoie notre Assemblée. En effet, le début de cette nouvelle législature a vu un phénomène existant déjà sous les législatures précédentes, grandement simplifié. Il s'agit en l'occurrence d'une forme d'arrogance vestimentaire, oui, vous entendez bien, d'arrogance vestimentaire et comportementale d'un nombre de plus en plus important de députés, en particulier, évidemment, chez La République En Marche, les Républicains et le Rassemblement national.
Ainsi, au mépris de l'honneur qu'ils devraient avoir de représenter nos compatriotes dans cette institution, dont l'histoire les dépasse largement, ils se permettent de porter dans l'hémicycle des tenues de plus en plus, alors moi je m'attendais à ce qu'il y ait de plus en plus inadéquates ou de plus en plus inélégantes, non, il dit de plus en plus onéreuses. Cette question est loin d'être anodine. Porter des costumes à des prix exorbitants, au-delà du manque de respect vis-à-vis de nos compatriotes et de nos institutions, témoigne d'un luxe indécent au regard de l'explosion de la pauvreté dans notre pays. Et il termine en disant aussi, Madame la Présidente, je souhaiterais que cette question soit examinée dès la prochaine réunion du bureau de l'Assemblée nationale avec une modification claire de cet article 9 dans le sens d'une interdiction des costumes au prix indécent. Alors d'abord, je voudrais féliciter M. Louis Boyard pour sa connaissance sartoriale qui, visiblement, est très profonde, puisqu'il est capable, d'après son courrier, de repérer tout de suite, en une vision périphérique, le prix d'un costume porté par un député. Vous savez, cher Monsieur Boyard, je ne vous connais pas, mais sachez que un costume n'est pas égal à un autre costume et que certains costumes peuvent effectivement coûter plusieurs fois le prix d'un SMIC, mais certains autres peuvent être beaucoup moins onéreux, notamment, et nos jeunes auditeurs le savent très bien, lorsque vous faites l'effort d'avoir un joli costume et que vous achetez en seconde main, vous pouvez avoir parfois des costumes qui sont beaucoup moins chers qu'un survêtement Adidas. Et oui, beaucoup moins cher qu'un survêtement Adidas avec une paire de Nike. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à rappeler, c'est que cette idée fausse aujourd'hui, que s'habiller en costume veut dire qu'on fait partie d'une classe sociale particulière et particulièrement aisée, cette idée, aujourd'hui, n'est plus vraie. C'était peut-être vrai dans les années 80-90, avec l'image du banquier, un peu ventripotent, avec son costume croisé et sa belle cravate. Aujourd'hui, sincèrement, ce n'est plus vrai. D'ailleurs, ça m'amène sur le deuxième commentaire à cette lettre, c'est qu'il semblerait que selon M. Boyer et selon la France Insoumise, le costume reste un marqueur social. Eh bien non, selon moi, porter un costume et une cravate à l'Assemblée nationale, ce n'est plus du tout un marqueur social, comme vous l'insinuez, et comme beaucoup de gens le pensent encore d'ailleurs à tort, mais c'est au contraire la marque que vous portez un respect pour l'institution à laquelle vous appartenez. Porter une cravate aujourd'hui, ça veut dire en gros faire un effort. Et cette notion d'effort, d'être à la hauteur de l'institution que vous représentez, pour moi, est beaucoup plus important que le sujet du prix d'un costume. Le troisième point sur lequel je voudrais réagir, c'est que dans cette lettre, M. Boyard explique qu'il serait bon de s'habiller de la même manière que les gens que nous représentons. En gros, c'est ce délire idéologique de l'horizontalité absolue, tout est égal à tout, tout le monde est égal à tout le monde, toutes les tenues sont égales à toutes les tenues, et surtout toutes les occasions sont égales à toutes les occasions. Permettez-moi de vous dire, cher monsieur, que personnellement, je ne m'habille pas pareil quand je vais à un barbecue, quand je vais à la plage, ou quand je vais dans un rendez-vous d'affaires, ou quand je présente une émission sur ma chaîne YouTube. Et il me semble que s'il y a des lieux qui doivent être sacralisés dans notre pays et dans notre société, c'est bien l'Assemblée nationale. On pourrait dire d'ailleurs la même chose pour l'école. Alors c'est un autre débat que j'ai eu d'ailleurs lors de mon intervention sur France Inter récemment sur les codes vestimentaires, où j'ai été un peu attaqué sur le fait que notamment l'école Stanislas à Paris demandait des codes vestimentaires extrêmement précis pour les garçons et les filles. Je vous dis au passage que l'école Stanislas, qui est une école catholique privée, donc a ses règles. Vous acceptez ces règles parce que vous faites partie de cette institution, vous entrez à l'école. Si vous refusez ces règles, eh bien, vous ne vous inscrivez pas tout simplement à cette école. Mais même plus globalement, je pense que l'école elle-même doit aussi être réinstitutionnalisée, resacralisée, et nous devons faire en sorte, alors je ne dis pas aux gamins de porter un costume et une cravate à l'école, soyons clairs, mais je pense qu'une tenue correcte devrait être exigée aussi à l'école. Donc c'est vrai pour l'Assemblée nationale, c'est vrai pour l'école, et d'ailleurs, personne ne s'offusque que dans quelques restaurants, ou même dans des boîtes de nuit. Tiens, je sais, j'ai encore vu ça récemment, sur la porte d'un nightclub à Paris, il y a marqué « tenue correcte exigée ». Et personne ne s'offusque de ça. Moi-même, j'habite dans une petite ville en Bourgogne, j'ai parlé de ce sujet autour de moi. Et personne n'était choqué par le fait que, au contraire, ils trouvaient ça plutôt très bien que les députés s'habillent de manière un peu plus jolie, un peu plus élégante lorsqu'ils représentent le peuple à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, on est dans un délire idéologique d'horizontalité. Non,
Tout n'égale pas tout, non. Il y a des lieux, il y a des occasions durant lesquelles, eh bien, on se doit d'être un peu plus élégant que la moyenne. Et surtout, on doit s'effacer devant l'institution. L'Assemblée nationale n'est pas un podium pour montrer ses différences vestimentaires de manière vindicative. L'Assemblée nationale est un lieu de débat. Donc, on ne doit pas se servir de l'Assemblée nationale pour montrer ces différences. On doit servir l'Assemblée nationale et servir le peuple au cours de débats. J'irai pas plus loin sur le sujet puisque, encore une fois, je ne suis pas un homme politique. Le quatrième point que je voudrais aborder, c'est cette notion de rébellion, comme si d'un seul coup, enlever la cravate, c'était devenu un geste rebelle. Comme si d'un seul coup, venir à l'Assemblée nationale en t-shirt, c'était quelque chose qui montrait que vous aviez un esprit digressif, que vous vouliez rompre avec les codes sociaux qui nous emprisonnent. Eh bien, je pense que malheureusement, vous avez encore une fois 20 ans de retard, peut-être même 30. C'était peut-être vrai dans les années 80-90, mais aujourd'hui, eh bien, de moins en moins de personnes portent le costume. Et je pense que les rebelles sont justement nous, l'inverse, c'est-à-dire ceux qui portent la cravate aujourd'hui se font beaucoup plus remarquer que ceux qui ne la portent pas. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les années 80, la fin des années 80, aller à une réunion, je travaillais dans la communication, sans cravate et sans veste, aurait été regardé, bien que moi j'étais créatif, donc je pouvais me permettre de ne pas mettre de cravate, mais c'était quand même regardé un petit peu de travers. Comment ce monsieur vient en réunion avec un PDG d'une entreprise et il ne porte pas de cravate. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand dans une grande corporation américaine ou même française, vous portez la cravate et, encore pire, une pochette, eh bien, subitement, on vous regarde en disant « Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Il veut prendre il veut prendre la place du boss ?» Vous voyez ? Donc, cette idée que la rébellion vient dans le fait d'enlever la cravate, eh bien, je pense que c'est totalement l'inverse. Je pense aujourd'hui que porter une cravate dans la vie de tous les jours, c'est une forme de rébellion. Tout cela nous vient des États-Unis. Il y a eu donc ce qu'on appelle le Casual Friday. Ça vient des milieu des années 80, début 90, quand les avocats d'affaires, les banquiers aux États-Unis ont décidé que le vendredi, ils allaient laisser tomber la cravate. Et alors, bon, ça a eu pour effet pervers, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, maintenant ils portent tous le même uniforme, c'est-à-dire une chemise boutonnée ouverte avec un chino en coton. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est juste pour vous dire aujourd'hui que cette idée de rébellion en enlevant la cravate est un petit peu éculée. Franchement, d'ailleurs, regardez dans les banques, il y a une affaire très célèbre, l'affaire J.P. Morgan, il y a, je crois, une dizaine d'années, a fait passer une circulaire auprès de tous ses conseillers en leur demandant de s'adapter à leur nouvelle clientèle. Et qui sont les nouveaux clients des banques d'affaires et des banques de gestion de fortune ? Eh bien, ce sont les milliardaires de la Silicon Valley qui, eux, s'habillent, qui peuvent arriver en short, en tongs et en t-shirt chez leurs banquiers, bien qu'ils soient milliardaires. Donc, vous voyez, cette idée que le costume est un marqueur de classe sociale n'est plus une idée qui est au goût du jour. Et cette idée que enlever la cravate est une forme de rébellion est complètement erronée. Alors, pour aller un tout petit peu loin dans le sujet, j'ai fouillé un peu la presse. Alors évidemment, j'ai trouvé des articles outranciers qui nous expliquaient à quel point la cravate était un marqueur social de la classe des puissants, etc., etc. Et puis j'ai trouvé deux articles qui m'ont paru très très intéressants, un dans le Figaro et un dans Marianne. Donc vous voyez, le spectre politique est assez large. Le premier est un très beau papier de Mathieu Bock-Côté qu'il a écrit dans le Figaro juste avant l'histoire de la cravate, et je vais en partager quelques extraits avec vous parce que je pense qu'il va vraiment au fond des choses. Le titre de cet article dans le Figaro donc s'appelle « Le débraillé revendiqué de la France insoumise ». Et voici ce que Mathieu Bock-Côté dit. Ces derniers jours, deux groupes de députés qui ne se refusent nécessairement pas de se faire appeler des populistes sont entrés à l'Assemblée nationale. Donc il parle du Rassemblement national et de la France insoumise. Mais s'ils se réclament tous les deux du peuple, ils ne s'en font pas la même idée, c'est le moins qu'on puisse en dire. On l'a d'abord vu chez les députés du Rassemblement national qui avaient reçu la consigne de se vêtir correctement, les hommes devant s'y présenter en costume-cravate, les femmes en tailleur ou autres tenues semblables. Il fallait donc se plier au code de l'institution, en respecter les usages, ce qui, pour le commun des mortels, va de soi. Et je peux vous confirmer ça, j'ai fait une petite enquête autour de moi, tout le monde trouve ça tout à fait normal. Il continue en disant « On ne se présente pas en tongs et en bermuda à un entretien d'embauche et on ne se présente pas à l'Assemblée nationale en bras de chemise. Hélas,
Ces évidences de bon sens n'en sont pas pour une bonne partie du contingent parlementaire de la France insoumise qui ne voit rien de solennel dans le fait d'entrer à l'Assemblée et qui s'y est présenté de manière la plus débraillée qui soit. On a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un débraillé militant qui consiste à faire un pied de nez à l'institution où l'on met les pieds, manière comme une autre de la soumettre et d'en prendre possession. Certains osent même dire qu'ils arrivent à l'Assemblée en s'habillant comme le peuple. Ils oublient, et je trouve que M. Bock-Côté a tout à fait raison sur cette phrase, ils oublient que le peuple sait respecter les usages et distingue une tenue de soirée d'une tenue de barbecue. Je l'ai évoqué au début de cette intervention. Oui, c'est vrai, il ne viendrait à l'idée de personne d'aller à un mariage, d'aller à un entretien d'embauche, d'aller même à une réunion importante ou même d'aller visiter des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps lors d'une soirée où il y a, on sait, des gens vont être élégants. Il ne nous viendrait jamais à l'idée, à beaucoup de gens, d'y aller en tongs et en short. On se renseigne toujours, et c'est une des définitions de l'élégance, c'est s'habiller pour l'occasion et surtout montrer à nos hôtes ou à l'institution qui nous reçoit qu'on fait un effort pour être à la hauteur de leur invitation. Mathieu Bock-Côté continue en disant, je prends un autre petit extrait, il dit « Cette petite polémique, moins superficielle qu'il n'y paraît, cache en réalité une grande querelle. Appelons-la la querelle de l'authenticité. Elle pose la question de notre rapport aux normes sociales. Ces dernières sont-elles civilisatrices ou oppressives ?» J'ai à peu près dit la même chose sur France Inter il y a 3 semaines, où je disais les normes sociales ou les codes sociaux sont-ils oppresseurs ou libérateurs? Donc nous sommes d'accord. Et il continue en disant « La civilisation est-elle une œuvre patiente qui évolue mais prétend chaque fois imposer une forme à l'informe, tirer vers le haut l'être humain en le forçant à se tenir droit, ou n'est-elle finalement qu'une conspiration contre notre liberté originelle ?» On oublie pourtant que l'homme, qui n'est plus que lui-même, et c'est le grand problème de notre temps, ça c'est un commentaire que je fais moi-même, renonçant à l'héritage comme aux usages et se croyant maître et créateur de son monde, n'est souvent plus grand-chose, si ce n'est un petit tas de ressentiments obsédés par sa singularité introuvable. La grâce, et vous savez que c'est un sujet qui est très important ici, sur cette chaîne, très cher à notre cœur, la grâce n'est pas donnée à tous. Et la plupart d'entre nous avons besoin de la tradition pour nous apprendre à vivre. Et il termine en disant « Je ne serai que moi, mais je serai absolument moi. Telle est la conviction de notre contemporain, qui consent ainsi derrière un vernis philosophique un relâchement fainéant, et qui se donne aussi le droit de verser ainsi dans la pire goujaterie, par exemple en refusant de serrer la main à un adversaire. » Il me semble que c'est le député de la France Insoumise dont on a parlé juste avant, mais je n'en suis pas sûr. Un homme qui se comporterait ainsi nous rappellerait qu'il n'est pas un homme, mais un individu en crise d'adolescence. J'aime bien cette phrase-là parce que c'est un peu ce que je vous disais au début. Pour moi, c'est un débat de niveau de cours d'école. Parce que l'adversaire fait ceci, je vais faire cela. T'es mon copain, t'es pas mon copain. Les méchants sont en costume, les gentils sont en t-shirt. C'est vraiment un débat au-dessous de la ceinture. Et vous savez que la cravate, elle, se porte justement juste au-dessus de la ceinture. Donc Mathieu Bock-Côté continue en disant « Un homme qui se comporterait ainsi nous rappellerait qu'il n'est pas un homme mais un individu en crise d'adolescence. La goujaterie aime s'anoblir en fanatisme grossier. La tenue n'est pas une affaire de coquet. » Et là, je suis très content de ce petit passage qui est la conclusion de cet article parce que pour la première fois, dans ce qu'on appelle la grande presse écrite, hormis les interviews que nous avons données dans le Figaro, dans Paris Match, sur France Inter, le mot sartorial va être cité. Alors vous savez, mon ami Julien Scavini a récemment fait un article sur son blog Steve Collard en s'étonnant du fait que le mot sartorial n'était pas encore entré au dictionnaire, alors qu'il y a certains mots, vous l'avouerez, notamment il y a Yale qui vient d'y rentrer. Et pourquoi sartorial, qui est utilisé depuis plus de 15 ans maintenant dans notre communauté, qui est en train de grandir, n'est pas encore au dictionnaire? Mais là, c'est un autre sujet. Mais il se trouve que Mathieu Bock-Côté va utiliser ce mot. Et donc c'est, selon moi, pour la première fois, une personne qui ne fait pas partie directement de notre petit cercle va utiliser ce mot et donc je l'en remercie chaleureusement. Il dit « La tenue n'est pas une affaire de coquet. L'élégance est un souci pour l'autre. Qui porte la cravate à l'Assemblée ou même en société envoie le signal qu'il respecte les codes, mais aussi qu'il sait distinguer l'intime du public. Il n'est demandé à personne d'être un dandy. Mais il est demandé à tous de faire un effort. On revient au début de mon intervention. Et chacun saura ensuite,
en jouant avec ces normes, ajouter sa touche personnelle, comme il en a toujours été. Il n'est pas interdit de croire qu'au-delà de la mouvance insoumise, certains commencent à le ressentir. Et c'est là qu'il parle de nous. Ce qu'on appelle aujourd'hui le renouveau de l'art sartorial, nous sommes contents de voir ça écrit dans le Figaro. Autrement dit, le souci de l'élégance masculine témoigne toutefois peut-être qu'une prise de conscience est en train de se passer qui dépasse simplement le désir de s'habiller adéquatement. S'il demeure minoritaire, là, il parle encore de nous, on peut croire qu'il rejoint une exigence inférieure qui n'a rien de frivole. Quoi qu'on en pense, le vêtement est un langage, oui, monsieur Bock-Côté, c'est un langage, un signal envoyé à la société, et nul besoin d'être un partisan du « c'était mieux avant » pour constater, en regardant une photo d'époque, que les hommes d'hier savaient se tenir et que ceux d'aujourd'hui sont, comme on dit, déconstruits. Je trouve que c'est un article merveilleusement bien écrit, comme à son habitude pour Mathieu Bock-Côté, mais là, qui va vraiment au fond des choses et qui essaye de décoder ce qui se cache derrière cette polémique que je considère, moi, personnellement, comme presque puérile. Le deuxième article que je souhaite partager avec vous a été écrit par Guy Konopnicki. Alors, il est beaucoup plus court, je l'ai pris sur sa page Facebook, mais je pense qu'il s'agit d'un extrait d'un article qu'il a écrit pour Marianne. Donc vous voyez, Le Figaro, Marianne, aucun parti pris politique dans mon choix d'article. Et Guy Konopnicki écrit la chose suivante. Entré en littérature avec un livre qui s'appelait « Au chic ouvrier », donc c'était son premier roman, je ne puis me taire devant ce gauchisme vestimentaire qui choisit les oripeaux de la mondialisation contre l'élégance française. S'il y a un point de vue social et écologiste dans le vêtement, il s'appuie sur la critique de la production. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne sauraient pas, je crois que M. Konopnicki a été membre du Parti écologiste et donc a été très très engagé pour la cause écologiste. Donc venant de lui, c'est très intéressant. Et il dit donc, s'il y a un point de vue social et écologiste dans le vêtement, il s'appuie sur la critique de la production. Les nippes de nos députés débraillés viennent de l'industrie la plus polluante, la fibre synthétique, et elles sont fabriquées dans les bagnes de l'Asie par des ouvrières payées moins d'$1 par jour, et souvent par des enfants. Oui, c'est la vérité. La France, jadis centre mondial de l'habillement, a abandonné les matières naturelles biodégradables et renouvelables qu'elle produisait, la laine, le lin, la soie, le cuir et la fourrure. La mondialisation a détruit les savoir-faire des tisserands de Roubaix et des dentelières de Calais, des tanneurs d'Annonay, bien qu'il reste encore une ou deux tanneries à cet endroit qui essayent de survivre, et aussi des cordonniers de Romans, des pelletiers et des fourreurs du faubourg Poissonnière, des chemisiers et des tailleurs du Sentier, des maroquiniers de Belleville ou de Ménilmontant. Où sont passés tous ces gens? Ces gens qui se réclament du prolétariat ont oublié que la première révolte ouvrière fut celle des ouvriers des soieries de Lyon, les canuts comme on les appelle, réduits au chômage par la crise du mûrier de la Drôme et la modernisation du métier à tisser. Pour que les canuts vivent, il fallait porter de la soie, mais de la belle soie. Nos grands écologistes d'aujourd'hui préfèrent le polyester à la fourrure naturelle. J'en fais la démonstration dans mon éloge de la fourrure. Alors j'ignore si c'est un essai, si c'est un livre ou si c'est un article, mais vous pourrez rechercher. Nos révolutionnaires ignorent jusque l'histoire. Nos révolutionnaires ignorent l'histoire d'ailleurs du socialisme français, celle de Jules Guesde, député élu par les ouvriers des lainières de Roubaix, celle de Jean Jaurès, dont on se réclame à tort et à travers aujourd'hui, assumant la redingote et le chapeau melon, parfois même le haut de forme, celle du Front populaire. Alors là, le Front populaire, on s'en réclame quasiment tous les jours, conduit par l'élégant Léon Blum, inséparable de son feutre au large bord, et par Maurice Thorez, qui exigeait une tenue impeccable des représentants de la classe ouvrière. Et il va même plus loin en disant, pour ne pas remonter aux constituants en bas de soi, qui votaient l'abolition des privilèges et la déclaration des droits de l'homme, on a souvent tendance à l'oublier, quand les chefs débraillés des sans-culottes souillaient la Révolution par les massacres de septembre. Alors le moins qu'on puisse en dire, c'est que M. Konopnicki n'y va pas par quatre chemins, mais il y a des choses extrêmement vraies dans ce texte. Par exemple, avec Sonia, il y a quelques jours, et avec mon équipe, on se posait la question suivante. J'ai eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne. Cela fait maintenant
on a dû produire entre la chaîne en langue anglaise et la chaîne en langue française 250 épisodes environ sur le sujet du vêtement et de l'élégance masculine classique. Nous avons écrit 3 livres qui ont été réimprimés 6 ou 7 fois. Nous avons écrit entre 5 et 10 millions de mots sur notre blog Parisian Gentleman. Nous avons donné des multiples interviews sur des blogs, sur des forums, dans des journaux, à la télévision, à la radio. Et parfois, je dois vous l'avouer, de vous à moi, avec Sonia, on se pose toujours la question, mais est-ce qu'on n'a pas fait le tour du sujet ? Est-ce qu'il y a moyen de donner plus de profondeur à ce sujet? Alors vous l'avez vu depuis quelques épisodes, on essaye de donner justement un petit peu plus de profondeur, de regarder de manière un peu plus périphérique au sujet qui pourrait compléter notre contenu. Et puis, quand même, il y a quelque temps, on se disait, mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'essouffler sur le sujet? Parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Une fois qu'on maîtrise l'étiquette, une fois qu'on maîtrise les proportions, une fois qu'on maîtrise le mélange des couleurs, le mélange des motifs, etc., etc., est-ce que tout ça n'est pas en train un peu de s'assécher? Et est-ce qu'on n'a pas fait le tour du sujet? Eh bien, figurez-vous que cette petite polémique autour de la cravate, autour des codes vestimentaires et autour des archétypes qui sont liés à l'élégance masculine et d'ailleurs féminine classique, nous a d'un seul coup donné un coup de fouet. Oui, mesdames, messieurs, nous avons encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et pour rebondir sur l'article de Guy Konopnicki, nous avons aussi à protéger notre artisanat, parce que c'est ça la vérité. Vous savez, ce combat, on le mène avec Sonia depuis plus d'une quinzaine d'années. Alors évidemment, oui, c'est vrai qu'un costume sur mesure, c'est pas fait pour tout le monde, mais encore une fois, Monsieur Boyard semble ignorer qu'un costume chez, par exemple, Howards à Paris, chez mon ami Julien Scavini, ou chez Lanieri, peut coûter moins cher qu'un survêtement Adidas. Donc vous voyez, ce débat n'a pas de profondeur, n'a même pas de fond. Mais en revanche, il y a des costumes qui coûtent très cher, mais qui emploient des milliers de personnes, et surtout qui participent à la sauvegarde de savoir-faire qui sont en train de disparaître. On a ce complexe en France, on est récipiendaire, on est les gardiens d'un temple. Et ce temple, c'est l'artisanat, les bottiers sur mesure, les dentelières, les personnes qui travaillent, les plumetiers, les maroquiniers. Tous ces métiers ont besoin d'être protégés. Alors, au lieu de nous donner des leçons idéologiques en disant « il faudrait faire en sorte que les députés ne portent pas de costumes de luxe », posez-vous la question de savoir d'où viennent vos t-shirts à 10 €, d'où viennent vos costumes de mauvaise facture, d'où viennent vos vêtements que vous exhibez comme un trophée à l'Assemblée nationale en montrant que vous êtes comme les gens et que vous êtes à l'image du peuple que vous représentez. Non, vous n'êtes pas à l'image du peuple que vous représentez. Les personnes que vous représentez savent, elles, comme le disait M. Bocoté et comme je le disais en introduction, faire la différence entre l'intime et le public, faire la différence entre un barbecue et un entretien d'embauche, et encore plus pour vous, faire la différence entre un repas entre copains dans une cellule parlementaire et une représentation nationale dans l'hémicycle. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour conclure ce petit plaidoyer en faveur de l'élégance vestimentaire, eh bien, je ne peux résister au fait de vous présenter un tout nouveau petit livre qui a été écrit par mon ami Massimiliano Moccia di Coggiola. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et regardez-moi ce petit ouvrage qui s'appelle « Du monocle ». Alors, cet ouvrage, je l'ai reçu il y a une semaine et je dois vous avouer qu'il tombe à pic. On était en plein début de cette polémique autour de la tenue vestimentaire des députés à l'Assemblée, juste avant le tweet d'Éric Ciotti sur la cravate, donc qui a déclenché un raz-de-marée de papier sur ce sujet. D'ailleurs, je remercie Éric Ciotti au passage parce que pour une fois, on parle de la cravate, alors dans tous les journaux, littéralement dans tous les journaux. Et donc, Massimiliano m'a fait parvenir à la maison donc son dernier livre qui s'appelle « Du monocle et autres accessoires masculins disparus ». Voici un livre qui tombe à pic et je ne peux résister à l'idée de vous en lire, au plaisir de vous lire quelques extraits de l'introduction que Massimiliano écrit donc dans ce petit livre. Il dit « Entrer dans la garde-robe de l'homme en 2022, c'est comme se promener sur un champ de bataille dévasté. Visiter une ville romaine pillée par les barbares ou encore pénétrer dans un musée qui aurait été fermé depuis longtemps, proie de ces malheureux qui s'adonnent au griffonnage à la bombe et au vernis sur les murs des édifices publics. La garde-robe masculine a été dérobée, friponnée. Les armoires ont les vitres cassées.
Les tiroirs ont été arrachés et jetés à terre. La lampe qui nous permettait de voir les soieries et les tweeds ne s'allume plus avec l'ouverture des portes et les beaux tissus gisent dans l'ombre et dans la poussière. Les boutons de manchette ont disparu. Les cravates de couleur se sont effritées et il ne reste qu'une cravate de deuil, suspendue à un fil accroché au ventail. Des oiseaux étranges ont fait leur nid par-ci, par-là. Des animaux qui se disent stylistes et qui disparaissent au bout de quelques mois, mais non sans avoir répandu leur guano sur le tapis. De grosses araignées poilues ont tendu dans les coins des toiles synthétiques, capables d'attraper le peu d'argent qui rentre encore dans ce lieu oublié. Il dit plus loin dans son introduction, on a perdu la passion pour le vêtement. Après des décennies de révolution permanente dans le champ de la garde-robe, les hommes se croient plus libres parce que soulagés des obligations de la mode classique au quotidien. Et il dit plus loin, pourtant, reste souvent tenace l'idée d'un progrès esthétique et vestimentaire. Car finalement, si on ne peut pas s'améliorer, on a aujourd'hui le droit de s'en les dire. Nos contemporains ont arrêté de penser qu'on vit dans le meilleur monde possible, que tous les vœux des progressistes ont été exaucés, mais ils semblent fermement convaincus que le costume moderne est, comme on dit au cinéma américain, le climax, le point d'arrivée, le best-of de ce que des siècles de progrès et de civilisation en matière de vêtements ont pu produire. On ne parle plus de beauté, vous savez que c'est un sujet qui est cher à notre cœur, on ne parle plus de beauté dans une mise, les temps modernes ont tué le concept ou l'idéal de la beauté, mais on parle aujourd'hui uniquement de praticité. Mais qu'est-ce que la praticité sans la beauté? C'est la laideur. Modernité d'ailleurs et laideur sont désormais considérés comme des sœurs jumelles, alors que ces deux concepts ne se sont rencontrés que très récemment. Et encore, il me semble qu'il n'existe aucune obligation de les accoupler constamment. Je suis d'accord avec toi, Massimiliano. Pourtant, la liberté amenée chez les hommes par le progrès semble se réduire à la liberté de mal s'habiller. Les règles tant détestées dans les dernières décennies du XXe siècle, symboles de la domination capitaliste ou de la violence de classe, ont finalement laissé place à l'assurance de pouvoir toujours paraître laid sans subir des reproches de nos semblables, tout en étant encore et toujours asservis au même pouvoir. Voilà, c'est un petit extrait de ce merveilleux petit livre. Je ne peux que vous conseiller d'aller l'acheter. Il coûte, alors c'est marqué prix accessoire, 16,50 €. C'est imprimé en France. Aux éditions Le Charouche, et j'ai regardé leur catalogue, est assez intéressant. Ce sont des gens qui font un très bon travail. Donc, on va vous mettre le lien. Et vous allez... c'est une balade dans les accessoires disparus du vestiaire masculin. Le chapeau haute forme, le monocle, les bretelles, la canne, les guêtres, le chapeau melon, le faux col, le frac, donc l'habit de soirée, etc., etc. C'est délicieux, c'est très bien écrit, ça se lit très très vite. Et je trouve que c'est très étrange. Vous savez, parfois, le timing des choses est très intéressant. Je reçois ce livre en plein milieu de la querelle autour de la cravate. Et donc, je ne peux que vous inviter à l'acheter. On va vous mettre le lien du monocle, donc par Massimiliano Moccia di Cogliola aux éditions Le Charouche. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Alors, je vais apaiser un peu le débat pour conclure. Même si je remercie Éric Ciotti d'avoir mis la cravate au centre du débat, personnellement, je n'irai pas jusqu'à imposer le port de la cravate à tous les hommes, ni le port d'un tailleur pour toutes les femmes. Je pense tout simplement que le bon sens nous invite à simplement respecter des codes sociaux, des normes sociales, qui dit que quand on représente le peuple à l'Assemblée nationale, on doit s'effacer devant l'institution et on doit porter une tenue correcte. Tenue correcte exigée donc, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Dans l'intervalle, portez-vous bien et surtout, mettez votre cravate. À très bientôt mes amis, au revoir.